On va reprendre, donc on a le plaisir d'accueillir Amaena Guegno, qui est philosophe, auteur d'un ouvrage intitulé s'il vous plaît. On commence à l'heure parce que justement Amaena Guegno doit partir juste après, donc voilà. Donc je disais auteur d'un ouvrage intitulé Terre brisée dans la maison d'édition Double Ponctuation. Et Amaena Guegno a notamment écrit plusieurs articles dans la revue. Ici, donc, il va nous proposer une réflexion dans le champ de l'éthique de l'environnement. Donc, je te laisse la parole donc, pour environ 30 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, un grand merci pour votre invitation. Je suis toujours heureuse de pouvoir intervenir dans des cadres qui permettent de faire le lien entre la philosophie et d'autres disciplines, et en l'occurrence les disciplines de la santé et de l'environnement. Alors je suis désolée, il faudra que je parte tout de suite après mon intervention, mais j'essaierai de me tenir aux 30 minutes de façon à qu'on ait quand même 15 minutes pour pouvoir échanger. Donc quelques éléments de contextualisation. Nous vivons la fin de l'époque géologique de l'Holocène, donc qui se caractérisait par un climat relativement tempéré et qui a abrité l'ensemble des civilisations humaines depuis l'invention de l'écriture. Un tel bouleversement a évidemment des facteurs anthropiques, c'est pour ça qu'on a parlé d'anthropocène, pour montrer que l'humain était devenu semblable à une force tellurique capable de modifier le visage de la Terre pour extrêmement longtemps. Dans ce contexte, préserver l'environnement, c'est le premier volet de l'intitulé de mon intervention, préserver l'environnement pour une éthique du temps long. Préserver l'environnement, c'est préserver les conditions de la vie en général et de la vie humaine en particulier. C'est donc s'inscrire dans une temporalité dans laquelle le danger ne pèse pas seulement sur la vie individuelle, ni sur une vie collective, la vie d'une société, la vie d'une communauté, la vie d'une civilisation, mais bien sur l'existence même de la vie et l'existence de sujets. Et donc, à cet égard, l'éthique environnementale est par définition une éthique du temps long, une éthique qui outrepasse toutes les règles qu'on s'est données jusque-là, qu'elles concernent les rapports intersubjectifs ou les rapports entre des différentes civilisations. Par hypothèse, établir un rapport éthique à l'environnement sur le temps long et à l'échelle pertinente suppose la médiation du politique, et plus précisément d'une politique réellement démocratique à même de mettre en œuvre des principes éthiques. Notre objectif est donc de montrer qu'à certaines conditions, les institutions démocratiques permettent de mettre en œuvre une éthique du temps long, qui suppose à la fois la transformation des modes de production et des règles juridiques qui encadrent notre rapport à l'environnement. L'enjeu est donc de dépasser un modèle dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le modèle du tyran vert, selon lequel, pour faire face à la catastrophe environnementale, nous n'aurions qu'une seule solution, celle de la dictature éclairée, menée par quelqu'un qui serait au fait de tout ce qu'il faut faire et qui nous l'imposerait. Donc après avoir montré dans un premier temps les principes d'une éthique environnementale du temps long, je montrerai dans un second temps les difficultés auxquelles sont confrontées de toutes les politiques qui prétendent préserver durablement l'environnement et ceux qui l'habitent. Donc nous aurons vraiment ces deux versants, principe éthique et ensuite application politique. Donc premier moment consacré au principe éthique du temps long. Donc par hypothèse, une éthique du temps long doit mobiliser deux axes ou s'appuyer sur deux piliers. Il s'agit de rendre éthique à la fois notre production, la manière dont on produit les conditions d'existence dans lesquelles nous vivons, et les règles juridiques qui encadrent notre rapport à l'environnement et à ceux qui l'habitent. J'entends non seulement les humains, mais évidemment tous les êtres vivants avec qui on partage un milieu donné. C'est à ces deux principes que je vais consacrer la première partie. Donc premier point de cette première partie, penser une éthique de la production du temps long. Alors je cherche à montrer qu'une production éthique est d'abord une production qui reconnaît la nécessité de prendre soin de l'environnement et de ceux qui contribuent à le rendre habitable. Nous allons nous appuyer sur la philosophie arendtienne et plus précisément sur la condition de l'homme moderne qui est parue en 1958. Donc on est assez tôt, mais vous allez voir que, assez tôt par rapport à la prise de conscience de la catastrophe environnementale, mais vous allez voir qu'il y a déjà des éléments très importants pour penser la situation dans laquelle on vit.
Donc selon la philosophe Hannah Arendt, la vie biologique à laquelle on est nécessairement voué est caractérisée par un rythme cyclique. Donc le rythme cyclique de la vie, de la mort, celui des saisons, celui de tous les labeurs que nous devons recommencer sans cesse. Pour être très trivial, vous ne pouvez pas faire la cuisine qu'une fois ou faire le ménage qu'une fois. Il faut sans cesse recommencer. Et ces exemples triviaux, quotidiens, sont le signe d'une réalité beaucoup plus large. Quand vous entretenez un milieu, une industrie, un champ, il faut tout le temps recommencer ce travail. Et c'est un travail qui nous inscrit dans le champ de la vie, dans un champ dans lequel il y a une nécessité complètement cyclique, selon Hannah Arendt. Et tout l'enjeu, c'est justement de prendre conscience du fait que ce travail humain, fin et constant, est nécessaire pour exploiter et pour entretenir l'environnement dans lequel nous habitons. Dans tous les cas, ce labeur est épuisant et usant, parce qu'il est sans cesse recommencé, parce qu'il est sans cesse renouvelé. Et le labeur, pour reprendre les termes d'Hannah Arendt, ne laisse rien derrière lui. C'est mieux, merci, même pour moi. Une fois l'effort fourni, ces fruits sont presque aussitôt dépensés, consommés. Par exemple, vous faites la cuisine, les fruits de votre travail sont immédiatement mangés. Il en est de même pour le ménage, pour les vêtements qu'on entretient, etc. Donc, nous avons tout le temps un fruit du travail qui est effacé par le temps. Qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique que le labeur est toujours sous le signe de l'éphémère. Et c'est parce qu'il est sous le signe de l'éphémère qu'une éthique du temps long, paradoxalement, est nécessaire. L'entretien de notre environnement, le soin accordé à notre environnement, donc, doit être constant. Une interruption prolongée de ce labeur serait la source d'une ruine. Vous laissez très longtemps à l'abandon un espace quelconque, une demeure ou un espace public, il tombe en ruine. Vous avez besoin de prolonger le rythme quotidien pour pouvoir construire de manière durable un monde. Et ça vaut même si on se décharge d'une partie du labeur sur d'autres forces, parce qu'on confie le labeur à d'autres êtres humains, à des machines, à des êtres vivants. Même quand on délègue ce travail, il doit être recommencé. Pourquoi ? Parce que, mettons que vous confiez certaines tâches à des machines, je ne sais pas, à des robots ménagers, il faut bien entretenir le robot ménager lui-même, et c'est au travail d'entretien du robot ménager est lui-même un travail qui est constamment recommencé, d'accord ? Donc en fait, même quand on délègue à d'autres forces, on est quand même soumis à cette logique cyclique. Donc on est obligé de prendre soin de l'environnement et de ceux qui contribuent de ceux, aux deux sens du terme, ceux CEX et ceux CE, donc de tout ce qui nous permet de l'entretenir. Ce soin, on peut le penser de deux manières. On peut penser évidemment une réparation après coup. Comment entretenir un environnement qui a été abîmé ? Comment réhabiliter une friche, par exemple, industrielle ? Mais on peut aussi penser une prévention, comme dans la santé, c'est-à-dire comment on fait en sorte de nuire le moins possible à l'environnement tel qu'il existe déjà. Or, les modalités actuelles du labeur, qui reposent sur une accélération perpétuelle du régime de production, sont destructrices, à la fois pour les milieux naturels et pour ceux qui les habitent et pour ceux qui les travaillent. On pense par exemple aux cadences très accélérées dans la production paysanne, par exemple, ou dans la gestion des milieux forestiers, qui nuisent à la fois à la santé des travailleurs et à la qualité du travail qui est fourni. Donc cette accélération du labeur produit finalement un appauvrissement, une fragilisation des écosystèmes, ce qui va favoriser les effets de destruction et de pollution. Petite parenthèse, quand je dis pollution, c'est au sens large. C'est pas seulement la pollution solide sous la forme de déchets, c'est aussi la pollution gazeuse, donc les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liquides qui contaminent nos nappes phréatiques. Donc cela est perceptible par exemple dans l'industrialisation de la culture du bois qu'on qualifie de malforestation. C'est-à-dire que le fait de vouloir accélérer toujours le labeur fait que l'on va avoir plutôt des forêts de monoculture en fait très espacées, très rythmées, et ça fragilise complètement les écosystèmes, ça les rend par exemple plus vulnérables aux incendies. Le risque est donc celui d'un environnement de plus en plus inhabitable et inhospitalier, et dans cette perspective, le labeur apparaît comme une forme de culture.
La culture, dans le vocabulaire que j'utilise, désigne une attitude de soin, de préservation, d'entretien ou de tendre souci, comme on dit, à l'égard de l'environnement et de ceux qui l'habitent. Et donc on est très loin d'une logique qui consiste seulement à dominer et à assujettir l'environnement. Pour résumer, une éthique du temps long suppose de reconnaître la nécessité du labeur, donc nécessité d'un labeur toujours recommencé, d'un soin toujours renouvelé à l'égard de l'environnement et de ceux qui l'habitent. Deuxième petit point dans cette première sous-partie de la première partie, propos très analytique, pour une éthique de la production du temps long, le labeur, la prise en compte du labeur est nécessaire mais non suffisante. Je m'appuie toujours sur la condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt, qui montre que pour faire monde, un environnement doit être rendu commun aux humains des générations qui nous sont contemporaines, mais aussi aux générations à venir. Et donc il s'agit de créer un environnement qui transcende notre vie qui est évidemment limitée dans l'espace et dans le temps. Et pour ce faire, nous dit Hannah Arendt, l'enjeu est de produire des œuvres, des ergas, c'est-à-dire des biens qui sont durables et qui sont transmissibles et qui vont constituer le substrat matériel du monde dans lequel on habite. C'est parmi les œuvres, c'est pas seulement les œuvres d'art en fait, c'est tous les biens qui sont amenés à durer. On peut penser aux machines évidemment, on peut penser aux meubles, aux vêtements, aux bâtiments, aux infrastructures, mais aussi aux œuvres dites immatérielles, les livres, les musiques, toutes ces productions sont des choses qui sont durables, qui en fait constituent l'étoffe du monde qui nous accueille et qui va largement dépasser notre existence. Et donc pour produire un monde durable, nous avons besoin de ces œuvres, de cette production d'œuvres. Il faut veiller cependant à un risque, celui dans lequel on est aujourd'hui, celui d'une tendance à faire des œuvres, des fruits aussi périssables que ceux du labeur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion aujourd'hui que Hannah Arendt dénonçait déjà, c'est qu'on fait des œuvres, des biens qui sont voués à être tout de suite remplacés, tout de suite jetés, et donc qui sont comme les fruits du labeur, les fruits de votre cuisine qui disparaissent aussitôt que vous les avez produits. Typiquement, votre ordinateur va devenir obsolète extrêmement vite. Vous allez avoir un meuble en bois aggloméré qui va tenir même pas à l'échelle d'une vie et qui ne va pas pouvoir se transmettre. Et donc ça crée une fragilisation, une éphémérisation du monde et de l'environnement dans lequel on habite. C'est pourquoi, si on prend Hannah Arendt, il faut penser qu'une éthique de production du temps long suppose nécessairement une reconnaissance de la nécessité de l'œuvre. D'accord ? Et pas seulement une reconnaissance de la nécessité du labeur. Donc, pour synthétiser, il ne s'agit pas seulement de dire qu'on va réinscrire nos activités dans le cycle de la vie, mais aussi admettre que la vie proprement humaine suppose aussi la production d'œuvres durables qui transcendent l'existence individuelle et donc le cycle de la vie individuelle. Il faut cependant faire attention à un écueil. Je vais un peu vite parce que je sens que je vais dépasser mon temps sinon. L'œuvre pourrait devenir démesurée et Hannah Arendt identifie deux des mesures possibles qui sont en fait deux projets extrêmement liés. Le premier projet, c'est celui de remplacer tout l'environnement qui nous accueille par une œuvre. L'exemple classique, c'est l'exemple du remplacement des abeilles par des drones, ou le remplacement des forêts qui captent du CO2 par des capteurs artificiels. Dans tous les cas, on présuppose qu'on va pouvoir accomplir techniquement des fonctions qu'accomplissent les vivants et les environnements qui les accueillent. Premier projet qui est démesuré, j'expliquerai pourquoi après. Le deuxième projet est celui qui consiste à prétendre s'échapper de la Terre et donc conquérir l'espace et aller vivre humainement dans un autre espace que celui de notre planète. Et dans les deux cas, Hannah Arendt insiste sur le fait qu'il y a une hubris parce qu'on fait comme si la Terre était notre œuvre, notre projet, et pas la condition de toutes nos œuvres et la condition de tous nos projets. D'accord ? Donc elle nous dit, faites attention, d'un côté, il faut œuvrer, on en a besoin. D'un autre côté, il faut garder l'inscription de l'œuvre dans quelque chose qui la dépasse complètement. Typiquement, vous allez, plutôt que de prétendre remplacer toutes les forêts par des capteurs artificiels de CO2, essayer d'entretenir la forêt qui elle-même va permettre de produire toute une série d'œuvres
On pense au papier, qui pourrait être plus durable qu'il ne l'est aujourd'hui, à l'architecture, etc. Bon, tout ça est très bien, mais penser une meilleure production est d'une certaine manière problématique à partir du moment où on considère que c'est le seul rapport à l'environnement qu'on peut avoir. Comme si l'environnement était seulement un instrument au service de notre production. C'est pourquoi il faut en venir à la deuxième sous-partie de cette première partie, qui est penser une éthique du droit du temps long. Donc, par hypothèse, une éthique du droit du temps long se fonde sur un postulat, à savoir que l'environnement et tous les êtres qui le composent ne peuvent pas être conçus seulement comme des instruments, des biens au service de notre production, mais doivent aussi être pensés et respectés comme si c'était des personnes. Comme si c'était des personnes, c'est-à-dire qu'on les respecte pour leur qualité intrinsèque et inestimable. Et donc là, pour montrer ce deuxième point, je m'appuie sur un philosophe encore plus ancien, Kant, et plus précisément sur les fondements de la métaphysique des mœurs, qui est paru en 1885. Donc Kant écrit que des êtres dotés de raison, qui sont des personnes, ont une valeur absolue à laquelle on doit témoigner du respect de manière universelle. Au contraire, aux choses qui nous entourent, on ne témoigne pas du respect, on les instrumentalise, on les utilise. Et donc il y a bien une dichotomie très forte entre la personne, qui est une fin absolue, et la chose, qui est un moyen au service des fins qu'on se propose. Sur le plan philosophique, la catégorie de personne est intéressante parce que justement elle permet de penser une valeur absolue et non pas une valeur relative à un usage. Et tout l'enjeu, c'est de savoir dans quelle mesure on peut penser l'environnement comme une fin absolue et pas seulement comme un moyen pour notre usage, pour notre production. Pourquoi c'est important de le penser ? Parce que justement, quand on considère l'environnement comme un réservoir d'objets à consommer ou à transformer pour la production, on participe grandement de la destruction de l'environnement. Je ne vais pas m'appesantir sur cette idée, elle a été très largement développée. On la retrouve par exemple chez Heidegger, chez Hans Jonas et chez d'autres philosophes. Par conséquent, l'enjeu est de conférer par nos lois juridiques un statut propre à l'environnement et aux êtres qui le composent. Alors, on hérite de ce point de vue-là d'une sorte de dichotomie héritée du droit romain, celle entre d'un côté les biens et celle les personnes. Donc là, on a trois options qui s'offrent à nous. Ou bien on dit l'environnement et les vivants qui l'habitent sont des biens. Et on peut quand même, dans ce cadre-là, penser une éthique environnementale parce qu'on va améliorer la conception juridique du bien de façon à, par exemple, interdire l'abus, qui est une des modalités de rapport au bien. D'accord ? Le problème, c'est qu'on reste dans une logique d'instrumentalisation à la fois du vivant et de l'environnement. Deuxième possibilité, on invente une troisième catégorie entre les deux. Moi, cette option me semble un peu compliquée parce qu'en fait, cela revient à dire que les vivants, les milieux naturels ne sont ni des biens ni des personnes, donc ne doivent ni être respectés comme des fins en soi, ni respectés comme ni traités comme des choses dont la valeur est seulement relative. Et donc je pense que ça crée trop d'ambiguïté et donc que ça laisse trop de jeu ensuite au moment d'interpréter ce principe éthique et de l'appliquer. Et donc une autre question peut être de penser, c'est la troisième voie, de penser le vivant et le milieu comme une forme de personne. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'un environnement a une âme, a une raison. Il s'agit de faire exactement ce qu'on fait avec des entreprises ou des associations. On leur reconnaît une personnalité morale sans dire que l'association a une vie autonome, indépendante de ceux qui la constituent. Donc de même, on peut tout à fait penser par exemple la forêt comme une personne morale, c'est-à-dire une personne qui va être représentée par ceux qui l'habitent, qui la travaillent, et là va s'exprimer beaucoup de conflictualité, d'où la question de la démocratie ensuite, et donc qui représente les droits de cet écosystème. Encore une fois, il faut noter deux choses importantes. Premièrement, il ne s'agit pas de renoncer à exploiter l'environnement. Si on reprend Kant nous dit qu'on a un rapport de respect aux personnes qui nous entourent,
non pas quand on renonce à toute instrumentalisation, parce qu'en fait on passe notre vie dans le cadre de la division du travail à instrumentaliser les autres. On va chez le boulanger, c'est un moyen de se procurer. Le boulanger est un moyen de se procurer du pain. Le respect, c'est de considérer que le boulanger n'est pas seulement un moyen, mais de le traiter aussi comme une personne. De même, pour l'environnement, il ne va pas s'agir de renoncer à l'exploiter, parce que la vie humaine suppose justement ce lien de travail et donc de production liée à l'environnement. Mais par contre, il s'agit de le traiter aussi comme une fin en soi. Deuxième remarque, le respect de l'environnement comme fin en soi n'a pas pour conséquence une disparition totale des différences entre les personnes. Il ne s'agit pas de dire que toutes les personnes sont identiques, de même que le droit en général peut être à la fois universel et reconnaître les différences entre les personnes. Donc il ne s'agit pas de faire une sorte de résorption de toutes les différences qu'il y a au sein du vivant. Donc j'en viens à ma deuxième partie, qui sera plus brève. La question est celle non pas seulement des principes éthiques qu'on a identifiés dans cette première partie, mais aussi de leur mise en œuvre. Et par définition, cette mise en œuvre suppose, pour ne pas être un vœu pieux, des décisions politiques. Donc grand 2, vers une politique du temps long. Il s'agit de savoir comment décider politiquement de la production et des rapports juridiques que nous entretenons avec l'environnement. Le premier point est consacré au contexte dans lequel sont prises ces décisions politiques. Ce cadre est celui des limites. Les limites sont au nombre de 3. La première limite, c'est que nous sommes confrontés à des bornes physiques. C'est un concept très important qui exprime le fait qu'on ne peut pas, par exemple, exploiter plus de pétrole qu'il n'y en a à un instant T sur Terre. C'est des bornes qu'on ne peut pas dépasser. Il est impossible de les dépasser. De même, on ne peut pas exploiter plus de bois à un moment T qu'il n'y en a sur Terre. Donc, et évidemment, cette quantité qui est disponible dépend de l'usage que font les autres acteurs au même moment. Donc, par exemple, si on crée une forêt primaire, je ne sais pas, les forêts primaires sont des forêts dans lesquelles il n'y a pas de traces d'activité humaine. Donc, paradoxalement, pour créer une forêt primaire, il faut en fait 600 ans à peu près, c'est le temps qui a été identifié, donc 3 fois le temps de construction d'une cathédrale, c'est-à-dire qu'il faut une sorte de sanctuaire dans lequel pendant 600 ans il n'y a pas d'activité humaine. Évidemment, faire ça, créer une forêt primaire, soustrait une partie de forêt à l'exploitation qui pourrait en être fait par ailleurs. Et donc là, il y a des conflits d'usage qui posent des questions démocratiques. La deuxième limite à laquelle on est confronté est appelée un seuil. Un seuil, c'est une limite qu'on peut franchir, physiquement, c'est possible, mais qui n'est pas souhaitable de franchir. Typiquement, un seuil que vous connaissez tous, c'est le seuil de concentration de dioxyde de carbone atmosphérique. On peut exploser les seuils, d'ailleurs on est très fort pour le faire, et par exemple passer à plus de 450 parties par million de CO2 atmosphérique, mais ce n'est pas souhaitable parce que les conséquences en termes de réchauffement climatique sont considérables. De même, on peut détruire toutes les forêts, c'est possible. C'est pas impossible physiquement. Ce n'est pas souhaitable parce que les bouleversements qui sont engendrés, notamment sur la captation du CO2, mais pas que évidemment, sont problématiques. Et ça nous mène à une troisième forme de limite, outre les bornes et les seuils, c'est les limites que nous nous donnons nous-mêmes, les limites qui sont posées par l'activité législatrice. Le principe général est sans doute celui-ci. Il convient de limiter le prélèvement de la matière et de l'énergie dans l'environnement grâce à une règle simple qui consiste à interdire de prélever davantage que ce qu'il faut à un environnement pour se reconstituer. La forêt est encore une fois un exemple très clair. Vous pouvez prélever du bois dans la forêt, mais seulement à condition que ça ne nuise pas au renouvellement de cette forêt. Parce que sinon, vous amputez, vous privez à long terme de la forêt. Vous privez les autres de l'usage de cette forêt. Donc pour développer l'exemple de la forêt, on peut penser plusieurs principes politiques dans ce sens-là. Par exemple, on peut rendre l'usage de la forêt accessible à tous, à condition de condamner, d'interdire ou de pénaliser les mésusages ou les surusages. Les mésusages,
Typiquement, ce sera de prélever trop de bois mort dans une forêt, ce qui fait qu'il n'y a pas le terreau ensuite qui permet aux arbres de pousser. Sur usage, ça veut dire qu'on détruit entièrement, en faisant des immenses clairières, toute une partie de la forêt, ce qui empêche les autres d'user de la forêt. Deuxièmement, des espaces forestiers, qu'ils soient exploités ou non, pourraient être soumis à un régime selon lequel leur exploitation ou leur fréquentation serait interdite pendant des périodes limitées. Le temps de laisser à la biodiversité le temps de se reconstituer. C'est un principe de rotation qui a été très longtemps appliqué et qui l'est encore. Par exemple, dans les champs, où vous avez des principes de jachère. Pendant un certain temps, vous ne l'exploitez pas pour que le sol ait le temps de se reconstituer. De même pour les forêts, où on pourrait, c'était le cas extrême que je mentionnais tout à l'heure, interdire durablement pendant 600 ans la fréquentation d'une forêt pour créer une forêt primaire. Mais évidemment, ça c'est problématique si c'est trop généralisé, parce qu'on a besoin du bois pour vivre. Pour que cela soit possible, il faut nécessairement réduire la production qui est liée à l'exploitation forestière, ce qui implique deux choses. D'une part, de penser des modes de production qui soient moins énergivores, topophages, gourmands en ressources, et de créer des biens, donc à partir du bois, si je continue mon exemple, des biens qui soient plus durables, plus réparables, plus réutilisables. Et deuxièmement, il s'agit de limiter la consommation de biens et de services dans des domaines particuliers à cause des pollutions qu'elles engendrent. Donc il ne suffit pas de rendre chaque bien particulier meilleur, il faut aussi penser à une plus grande échelle comment on réduit la présence de ces biens. Je ne vais pas m'appesantir sur cette question, parce qu'il en reste évidemment une en suspens, c'est que tout ça est bien joli, mais comment on fait comment le pouvoir législatif démocratique doit être conçu pour que cela soit possible. Et c'est le dernier point que j'évoquerai aujourd'hui, la question des institutions démocratiques du temps long, pour faire face à la catastrophe environnementale. Alors, pourvu que ces mesures d'autolimitation dont nous avons parlé soient prises dans un cadre véritablement démocratique, l'autonomie politique est garantie. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous subordonner à des limites qui seraient imposées par l'extérieur, mais vous êtes en train d'appliquer volontairement des limites qu'on se donne collectivement par la loi. C'est un principe ancien, un principe de Rousseau qui est développé dans le contrat social en 1864. Être autonome, ça ne veut pas dire s'affranchir de toute règle. Ça veut dire se subordonner à des règles qu'on se donne soi-même. Évidemment, énorme objection. Aujourd'hui, même dans des cadres censés être démocratiques, il arrive que des peuples ne puissent pas exercer leur pouvoir politique contre, par exemple, des multinationales. Du fait, je ne sais pas si vous connaissez cet exemple, mais des tribunaux d'arbitrage internationaux. Dans ce contexte, une forêt, même lorsque elle est sacrée pour une communauté particulière, pourra être réduite à néant au profit d'un projet minier. Dans ce cas, la destruction de l'environnement et de la capacité à le vivre d'une manière particulière ne connaît plus aucune limite. De manière voisine, et que nous connaissons davantage peut-être, il existe d'ores et déjà des règles en matière de protection de l'environnement, mais ces règles peuvent parfois être réduites à néant, enfin pas réduites à néant, mais leur portée peut être diminuée, vidée de leur sens, du fait de l'existence de groupes de pression. Donc on pense de groupes de pression ou de logiques d'intérêt qui vont contre ces protections. A contrario, par hypothèse, la participation de tous aux affaires publiques environnementales, que ce soit par des activités législatives, gouvernementales ou judiciaires, pourrait permettre de donner à la société et à chacun de ses membres une autonomie collective plus grande. Évidemment, cette participation n'est pas effective aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit abandonner cet idéal régulateur et présupposer que même si ce n'est pas actuellement le cas, on ne peut pas tendre vers ça? Et pour penser des institutions, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous renvoie au travail de Dominique Bourg vers une démocratie écologique, où il pense dans le détail des institutions qui permettent de penser dans la continuité l'environnement. Donc de Dominique Bourg, B-O-U-R-G, qui est un philosophe. On peut en tout cas retenir un principe directeur, c'est que un ancrage d'une communauté dans un environnement donné ne va pas de soi. Ce serait un peu trop irénique de penser qu'il suffit d'écouter la communauté à tel endroit
pour penser un environnement plus sain, un rapport plus sain à l'environnement. Il y a en fait des débats, des conflits, y compris au sein de chaque communauté. Et donc tout l'enjeu de la démocratie, c'est de permettre, l'expression de ces conflits, si possible, la résolution de ces conflits. Ça, c'est le grand espoir de Kant, qu'on puisse, grâce au débat rationnel, surmonter toutes les contradictions. Voilà. Mais quand ce n'est pas possible, il s'agit de pouvoir trancher, et de trancher de manière démocratique. Dans tous les cas, on pense que l'expression du conflit va être un moteur qui va permettre d'avoir un rapport le plus réglé possible à l'environnement. Au contraire, si on avait le modèle de la tyrannie verte, certes, on aurait l'expression d'un seul, donc pas de conflit, enfin, à moins de penser le débat intérieur du tyran avec lui-même, mais a priori pas de conflit, donc plus d'efficacité, mais par contre un plus grand risque de se retrouver très vite dans une impasse qui aurait pu être identifiée si on avait exprimé les conflits en amont. Et bon, je ne développe pas, mais cette expression des conflits, pour Kant, est un moyen d'aller vers une plus grande universalité, dans l'expression de la volonté. Et enfin, il y aurait un dernier point que je vais laisser en suspens, parce que j'avais prévu une intervention un peu trop longue, mais je l'évoque juste, c'est comment est-ce qu'on pense l'intégration de ces principes démocratiques dans un cadre globalisé, puisque évidemment la politique respectueuse de l'environnement n'est pas seulement une politique qui s'exerce dans le temps long, mais aussi une politique qui s'exerce dans un espace global, puisque l'être humain est capable de modifier l'ensemble de la planète et pas seulement un milieu particulier. Et pour ce faire, on pourrait penser un principe qui a été pensé pour le droit du travail, qui est le principe de non-régression. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, mettons que vous avez une multinationale, vous êtes tenu d'appliquer les principes qui sont en vigueur dans le pays dans lequel est implantée votre multinationale, dans l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Et on pourrait penser exactement la même chose pour l'environnement. Et il y a déjà plein de travaux juridiques qui vont en ce sens. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Amaina pour cette intervention très riche. J'ai retenu pour ma part notamment la distinction, la façon dont la réflexion d'Hannah Arendt peut être mobilisée sur ces questions d'éthique environnementale, la distinction entre le labeur et l'œuvre. Et notamment cet exemple que tu citais sur la... Alors je ne sais pas si on peut parler de standardisation, mais la façon dont on sème des graines toutes identiques et on ne reconnaît pas en fait le labeur que nécessiterait la préservation de l'environnement dans le temps long. Je pense qu'on peut trouver des échos ou des parallèles avec le monde du soin et la façon dont les activités de soins sont standardisées, ce qui peut affecter aussi la relation de soins dans le temps long, justement. Donc, merci beaucoup. C'était une remarque. Je ne sais pas si vous avez des questions. Certains peuvent avoir des questions, ou non. Alors moi j'en ai peut-être une, et puis peut-être que mon voisin en aura une aussi. Sur les générations futures, puisque tu n'as pas prononcé ce concept qui est au centre de pas mal de travaux en éthique et en philosophie politique de l'environnement. Peut-être d'abord quel statut donner à ces générations futures, c'est-à-dire est-ce que ce sont des personnes bon, voilà, une question pas simple du tout. Mais Hannah Arendt insiste sur le fait que pour faire monde, il faut faire un monde commun, un koinos kosmos en grec. C'est l'inverse de l'idios kosmos, le monde dans lequel on se renferme sur soi, on se replie sur soi. Et tout l'enjeu déjà chez Hannah Arendt, c'est de penser que ce monde commun n'est pas seulement un monde commun
avec les contemporains, mais aussi à un monde commun qu'on puisse partager avec les générations qui nous ont précédés et surtout les générations à venir, les générations futures. D'où la nécessité de l'œuvre. L'œuvre, par exemple, littéraire, qui permet de créer ou l'œuvre qui est aussi l'ensemble des savoir-faire techniques qu'on maîtrise, cette œuvre qui nous permet de partager quelque chose au-delà de la simple génération à laquelle on appartient. Donc il y a déjà chez Hannah Arendt cette idée de génération future qui est évidemment davantage développée par Hans Jonas, avec qui elle correspondait. Donc il y a vraiment des liens entre leurs deux pensées. Et chez Hans Jonas, il y a vraiment, ça me permet de faire la jonction avec l'autre partie de ma première partie. Chez Hans Jonas, il y a l'idée de réactualiser ou de repenser, d'élargir la philosophie kantienne pour penser non seulement le rapport aux personnes contemporaines, mais aussi d'intégrer dans l'éthique et le respect qu'on doit les générations futures. Alors comment éventuellement penser ces générations futures comme des personnes ? Là aussi, on peut avoir recours à cette invention assez formidable du droit qui est le recours à la personnalité morale, c'est-à-dire qu'on présuppose qu'il n'y a pas besoin de doter les personnes d'une raison et d'une âme pour pouvoir leur donner une représentation juridique. Donc évidemment, je ne peux pas présupposer maintenant que l'âme des enfants qui vont naître dans un siècle existe déjà. Enfin, si, je pourrais le présupposer dans un certain cadre mystique, mais je ne vais pas le faire, mais bon, on pourrait, mais bon, peu importe. Laissons cette hypothèse de côté. Je ne présuppose pas que ces âmes existent. Par contre, je peux penser dès aujourd'hui un collectif qui serait chargé de représenter les générations futures. Et donc ça, il y a plein d'inventions démocratiques, d'institutions démocratiques qui vont en ce sens. Ça peut prendre la forme de sénats, par exemple, qui seraient des sénats chargés du temps long, et donc de penser des conditions de vie plus futures. Ce dont on est sûr, c'est que si ce ne sont pas encore des personnes, tout l'enjeu chez Hans Jonas, dans le principe responsabilité, c'est de penser la manière dont on garantit à ces générations futures une vie de personne. C'est-à-dire pas seulement une vie qui consiste à survivre et à juste reproduire la vie de manière biologique, mais aussi qui consiste à pouvoir être une personne capable de raison et donc aussi capable de dépasser un certain stade de connaissance ou un certain stade des relations sociales, donc d'inventer quelque chose de nouveau. Et donc vous voyez, cette question me permet de faire la jonction entre à la fois Hannah Arendt et Kant, en passant par la médiation de Hans Jonas. Merci. Alors comme mon voisin m'a mis le micro dans les mains, je vais poser une question parce que j'en ai plein en fait, des questions, mais je vais en poser deux. D'abord, moi je m'interroge par rapport à la condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt sur nos conditions actuelles finalement, parce que moi je m'interroge sur les limites de l'œuvre. Alors effectivement, on peut dire par exemple que ramasser le bois mort ou entretenir une forêt, ça relève du travail, c'est-à-dire du cycle infini de l'entretien de la vie. Et en même temps, ça revient à anthropiser la forêt et à faire de la forêt une œuvre. Et notamment, par exemple, pour éviter les feux gigantesques de forêt. En réalité, est-ce qu'il ne faut pas transformer la forêt en œuvre ? De la même façon, quand on donne, si on est tenté de donner des droits à la forêt, ça revient finalement à l'anthropiser. Le troisième point qui peut me permettre de réfléchir à ça, à voir si c'est pertinent, mais si on crée une forêt primaire, si on la crée dans le contexte où en réalité on pourrait décider de ne pas le faire, est-ce que ça ne revient pas finalement à créer une œuvre également ? Et donc en fait, est-ce que aujourd'hui Hannah Arendt, elle déplore apparemment, j'avais oublié ce passage, mais enfin vous dites qu'elle déplore cette extension de l'œuvre. Mais je me demande si finalement c'est pas une condition dans laquelle on vit aujourd'hui, cette extension à l'échelle de la planète de l'œuvre humaine dans un contexte où on a le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Et le deuxième point qui m'interroge, c'est ce dont vous n'avez pas parlé justement chez Hannah Arendt, c'est l'action. C'est le troisième
troisième grand point de cette condition de l'homme moderne. Et l'une des dimensions de l'action, c'est qu'elle est incarnée dans un espace social. Elle est même source de subjectivation des individus, d'individualisation, d'émergence de la parole personnelle, quoi. C'est ce qui constitue les personnes. Mais cette action, elle a comme dimension précisément que quand on parle dans un espace public, on ne sait pas quel résultat ça va donner. Elle en parle, elle dit l'action, l'une des dimensions de l'action, c'est que ses conséquences peuvent être imprévisibles, imprévisibilité. Or, quand on se situe dans une action à la fois à l'échelle planétaire et sur le temps long, il faut également penser cette imprévisibilité. C'est-à-dire que parfois, c'est la tragédie grecque, parfois on pense qu'on préserve l'environnement en le détruisant. Alors, je n'ai pas d'exemple précis de ce que je vous dis là, mais ça peut être une possibilité. On fait une forêt primaire, on pense qu'on protège l'environnement. En réalité, cette forêt va être plus sensible aux feux gigantesques et dans 100 ans, elle sera détruite. Bon, on voulait faire quelque chose, on fait l'inverse. Bon, voilà. Je voulais souligner ces 2 points pour aller plus loin avec Hannah Arendt en la mettant un peu aussi en perspective, en partant d'elle pour voir aujourd'hui comment ça s'incarne sur ces débats contemporains liés à l'environnement. Alors sur la condamnation de l'œuvre chez Hannah Arendt, c'est pas la condamnation de l'œuvre en général, c'est la condamnation de la prétention à faire de l'œuvre un substitut à la planète. C'est-à-dire que dans le projet et de conquête spatiale et d'artificialisation de l'environnement, le problème, c'est pas de contribuer à l'artificialisation de l'environnement, c'est de prétendre que ce monde artificiel qu'on crée va pouvoir remplacer entièrement l'environnement. Par contre, justement, ce que je trouve intéressant chez elle, et revenir à la philosophe qu'elle était, c'est justement de réhabiliter l'œuvre et de dire qu'avoir un rapport éthique à l'environnement présuppose en fait aussi d'œuvrer au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'au lieu de produire des fruits qui vont disparaître tout de suite, on essaye de produire des biens qui vont être durables et transmissibles de génération en génération. Et parmi ces biens, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas seulement des biens matériels ou immatériels, j'ai parlé des infrastructures et des livres, il y a aussi les paysages. Les paysages sont des formes d'œuvres, par exemple. Tout le travail paysan n'est pas seulement, quand il peut être mené dans de bonnes conditions, c'est pas seulement un travail qui consiste à reproduire des aliments régulièrement, c'est aussi une œuvre et c'est aussi une forme d'action. Je vais y revenir après. Et donc tout l'enjeu, c'est justement de penser les limites de l'œuvre, pas la démesure de l'œuvre, qui consiste à remplacer l'environnement par un monde artificiel, mais penser des limites. Et comment est-ce qu'on peut penser ces limites ? On pourrait dire qu'un principe qui est une sorte de principe directeur, c'est de ne pas oublier que l'ensemble des vivants, en fait, contribuent à transformer leur milieu et finalement aussi à en faire leur paysage et à en faire leur œuvre, à une autre dimension évidemment, à une autre échelle, mais le fait de transformer une forêt ou de créer entièrement artificiellement une forêt qui serait vierge de toute empreinte humaine, c'est en fait prolonger un geste qui est le propre du vivant. Sur la question de l'action, alors je n'ai pas développé à partir d'Hannah Arendt, mais c'est quand même toutes les autres parties, parce que Kant et les questions de la démocratie ensuite permettent de développer cette question de l'action. Et en effet, chez Hannah Arendt, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée que l'action suppose la pluralité de sujets qui vont être confrontés. Donc là, je renvoie à la partie sur l'expression de la conflictualité et le fait qu'on ne peut pas se subordonner à un seul sujet, parce que sinon on fait disparaître l'action. Et en effet, il y a cette dimension d'imprévisibilité. Il est possible, alors je ne sais pas, a priori la forêt primaire serait plus résistante aux incendies que la malforestation, mais c'est vrai qu'on peut prendre des décisions qui sont censées préserver l'environnement et qui ont des effets contraires. On pense par exemple souvent à l'effet rebond.
On dit si je crée un mode de transport plus écologique ou que ce soit un mode technique ou en termes d'organisation, le risque c'est que les gens se sentent beaucoup moins inhibés d'une certaine manière et commencent à utiliser ce transport tellement massivement que le niveau de pollution reste aussi élevé. Ça c'est un exemple qui serait pertinent. Et c'est là encore une fois l'importance de la démocratie qui, comme le soin, n'a pas lieu seulement en amont, mais aussi en aval. C'est-à-dire que d'un côté, on fait tout ce qu'on peut pour éviter les décisions qui sont mauvaises. De l'autre, quand elles sont mauvaises, il y a des garde-fous qui permettent éventuellement de rebrousser chemin. Et ça, on pourrait dire que c'est inefficace, mais en fait, ça l'est beaucoup plus qu'une solution technique qu'on mettrait en œuvre jusqu'au bout, sans jamais se soucier d'éventuelles limites qui apparaîtraient en cours de route. Et ça renvoie à une notion que j'ai travaillée sur ma thèse, mais sur le projet, où il y a justement cette idée d'itération et le fait qu'on ne sait pas toujours en amont comment les finalités qu'on prétend exécuter dans un monde contingent vont se réaliser. Merci. Majid Belaïd, psychiatre, hôpital Villévrard. Alors, ce qui m'a intéressé dans l'intervention, c'est cette notion de personnalité morale pour l'environnement et les êtres vivants. Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit positif, mais j'ai entendu parler d'initiatives de ce type-là en Amérique du Sud, je crois, où je crois qu'il y a une forêt, ou alors je n'ai pas d'informations précises, mais j'ai entendu parler de ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu du côté de la philosophie de droit, quelles sont les conséquences du fait d'identifier ou de définir un environnement, une forêt, une espèce animale éteinte ou non, parce que du coup, si on parle de générations futures, on peut parler des espèces animales qui sont éteintes. C'est-à-dire, il me semble que dans le droit positif, le premier élément, c'est la question du libre arbitre, avec tous les guillemets qu'on peut mettre sur la question du libre arbitre, la responsabilité de ces actes. C'est-à-dire ces entités-là, les entreprises et les associations sont censées être responsables de ce qu'elles font, donc soumises à la loi, du côté des droits et du côté du pénal aussi, ou des sanctions. Du coup, alors, comment appliquer par la philosophie du droit, par le droit positif, ces notions-là, quand il n'y a pas... je ne sais pas si on peut considérer qu'il y a une conscience ou un libre arbitre chez des espèces animales ou un environnement. C'est-à-dire comment ça se produit dans les faits, si vous avez des exemples actuels par rapport à cette question de la personnalité morale. Ça me permet de revenir sur un attribut que Kant attribue à la personne, qui est la raison. Et avoir l'usage de la raison, c'est avoir la faculté de légiférer, et donc de se donner des lois et d'être responsable des conséquences de ces lois ou de l'infraction de ces lois. On peut difficilement présupposer qu'une rivière a l'usage de sa raison. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est présupposer qu'un collectif qui habite cette rivière, et donc la question c'est comment est-ce qu'on le définit juridiquement, mais ça peut être les gens qui l'habitent évidemment, les gens qui y travaillent, les différentes exploitations, peut être responsable de l'usage et du mésusage qui est fait de cette rivière. Et donc là, vous avez deux niveaux de reconnaissance juridique, mais aussi de démocratie qui sont institués. Un niveau à l'échelle purement locale, où vous dites que, comme la rivière n'a pas une expression propre, il va falloir dire qui est légitime pour la représenter, et là il va forcément y avoir des conflits, et donc une forme de démocratie, enfin potentiellement une forme de démocratie locale, si ces conflits sont tranchés démocratiquement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que à une échelle plus vaste, on reconnaît, par exemple à une échelle nationale, on reconnaît le fait que dans les débats qui sont liés à l'aménagement du territoire, on va reconnaître aussi non seulement des impératifs économiques, mais aussi des impératifs de préservation des écosystèmes. Et donc là, il y a beaucoup il y a beaucoup d'exemples juridiques en Amérique du Sud. C'est vrai qu'au Costa Rica, par exemple, il y a beaucoup d'avancées qui vont en ce sens-là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. D'un point de vue philosophique, les conséquences sont vraiment celles que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça implique qu'on cesse de traiter l'environnement seulement comme un moyen. Une rivière seulement comme une ressource en poisson, par exemple, ou une source d'énergie. On va aussi le considérer comme une fin en soi. Et d'un point de vue philosophique, c'est complètement cohérent, parce que l'environnement, encore une fois, n'est pas
notre œuvre ou un moyen à notre service, c'est quelque chose qui nous précède largement, qui va nous survivre aussi largement, individuellement, mais aussi en tant qu'espèce. Et donc, une de nos responsabilités à nous, c'est justement de faire en sorte qu'on le considère aussi comme une fin et pas seulement comme un moyen au service de la génération présente. Donc, c'est des conséquences philosophiques qui sont énormes, philosophiques et pratiques qui sont énormes, mais qui, d'une certaine manière, sont ancrées dans la rationalité philosophique depuis très longtemps. On trouve des exemples allant en ce sens dans la philosophie stoïcienne, par exemple, où il y a chez les stoïciens l'idée qu'on va articuler le logos, donc la raison humaine, avec une sorte de logos qui serait le logos de la nature, mais c'est-à-dire les normes de fonctionnement de la nature, et le logos de la cité, le logos politique. Et donc tout l'enjeu, c'est la responsabilité, c'est justement d'articuler ces trois dimensions. Mais pour ce faire, il faut admettre et reconnaître qu'il y a des normes du vivant et des normes de l'environnement qui doivent être respectées. Merci beaucoup pour cette intervention. Oui, je voulais juste dire que la personne qui a posé une question après moi, c'est Sébastien Claes, et vous aurez à le rencontrer, donc qui est responsable de la médiation et du débat public et de la communication. Voilà. Merci à Maëna Guignot pour cette intervention. On peut l'applaudir.